Je vais vous parler de mes recherches qui portent sur le développement du raisonnement logique grâce à la métacognition que l'on peut retrouver dans les communautés de recherche qu'on utilise comme méthode pour enfants. Donc, je m'intéresse au développement de la rationalité, particulièrement au développement du raisonnement logique. Bien que nos capacités de raisonnement nous aient permis d'évoluer en termes de progrès techniques, scientifiques et intellectuels, plusieurs études en psychologie du raisonnement démontrent qu'on a des incohérences dans nos raisonnements. Donc, il y a certaines études qui démontrent que les enfants sont tout à fait capables de faire des raisonnements logiques. Certaines autres études démontrent que les adultes ne sont pas capables d'éviter certaines erreurs logiques ou qui peuvent les éviter seulement dans certains contextes. Pour une répercussion plus au niveau là, des enjeux sociaux contemporains, il y a une récente étude de Stanford University qui rapporte que 82% des adolescents ne parviennent pas à faire la différence entre une vraie et une fausse nouvelle. Je m'avance un peu ici, mais je suis persuadée que si on faisait la même étude auprès des adultes, on aurait les mêmes résultats. Alors, il est clair que malgré nos capacités de raisonnement, certaines lacunes sont toujours présentes dans nos sociétés contemporaines, puis les répercussions sont parfois désastreuses, notamment lorsqu'il est question de résultats d'élections prônant des mesures économiques qui accentuent les inégalités sociales, ou des décisions qui sont désastreuses au niveau écologique, ou lorsqu'on observe une forte augmentation des groupes extrémistes dans les sociétés. Alors, il est important de comprendre ce qui est à la source de nos lacunes au niveau du raisonnement. Des études sur les biais et heuristiques ont démontré que la plupart du temps, malgré l'âge et la compétence des individus, on raisonne de manière spontanée, due à des processus cognitifs qui sont rapides et bien ancrés, avec lesquels on a évolué, les heuristiques. Donc, ces processus ont permis notre survie, mais ils ne sont pas toujours logiquement exacts. Ils créent des heuristiques, les processus créent des heuristiques qui sont adaptés à l'environnement dans lequel on a évolué, mais pas nécessairement adaptés à notre évolution récente, à ces contextes-là. Donc, les erreurs de raisonnement seraient produites par ces processus-là. Donc, une heuristique, c'est une opération mentale rapide et intuitive. Puis, le biais qui découle de l'heuristique est une déviation de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Alors, les heuristiques peuvent fournir une réponse biaisée, comme elles peuvent fournir aussi une réponse logiquement valide. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours en train de raisonner de manière complètement illogique. Donc, par exemple, dans un contexte familier, nos heuristiques vont fournir une réponse qui va correspondre aux règles de la logique, par exemple. D'un autre côté, les biais peuvent survenir même lorsqu'une personne prend le temps de réfléchir avant de répondre. Donc, ça ne semble pas toujours spontané. Une réponse va pouvoir être biaisée, par exemple, si une personne a un système de valeurs particulier, s'il y a des failles dans son éducation ou encore parce qu'elle est mal informée ou qu'elle est informée par des faits erronés ou manquants. Alors, il y a plusieurs théories en psychologie du raisonnement qui expliquent pourquoi on ne raisonne pas toujours de la même manière. Puis, bien que les heuristiques soient fortement ancrées dans la nature du raisonnement humain, on a tout de même la capacité de contrôler les heuristiques. Alors, ce qu'on peut se demander maintenant, c'est comment est-ce qu'on acquiert cette capacité? Donc, dans mes recherches, je m'intéresse aux travaux en psychologie de l'éducation du professeur David Moshman de l'Université du Nebraska. Selon lui, le contrôle de nos heuristiques passe par le raisonnement conscient. La rationalité commence par la capacité de faire des inférences de base consciente, assez simple. Ensuite, nos capacités se développent afin de parvenir à appliquer nos inférences dans l'accomplissement de buts spécifiques. C'est ce qu'on associe à l'acte de penser. Donc, la résolution de problèmes, le jugement, la prise de décision, par exemple, requièrent une conscience, puis une compréhension, puis un certain contrôle des fonctions cognitives. Donc, la pensée va progresser de cette manière-là, mais elle peut se développer davantage afin de parvenir à l'étape de raisonnement. L'acte de raisonner, lui, requiert une connaissance à propos de la nature fondamentale de la connaissance et de l'inférence. Une personne qui raisonne ne fait pas que penser, elle pense avec prudence et avec l'intention de le faire correctement relativement aux normes inférentielles appropriées. Le développement passe donc de l'inférence à la pensée, puis au raisonnement, et ce passage se fait avec l'accroissement de la compréhension métacognitive. Cette compréhension permet un meilleur contrôle de nos processus.
Or, dès un très jeune âge, les enfants peuvent faire des inférences logiques très valides. Par exemple, un enfant va comprendre que s'il veut un dessert, alors il va manger des épinards, mais qu'il n'est pas obligé de manger un dessert étant donné qu'il a mangé ses épinards. Et puis ça, c'est une erreur que les adultes, dans un contexte formel, font de manière récurrente et réussissent la tâche à, je pense, 9% maximum, si ce n'est pas 5. Donc, il évite le sophisme de l'affirmation du conséquent, et puis cet enfant-là, il a quoi? 5, 6 ans? Alors, donc, il fait l'inférence avec succès, mais il n'en prend pas conscience. Il est accidentellement logique. Alors, afin d'acquérir une réelle compétence de raisonnement logique, il faut comprendre la logique derrière l'inférence qu'on est en train de faire. La distinction ne se trouve donc pas entre logique et alogique, mais plutôt entre logique et métalogique. On peut avoir une capacité logique de base, comme celle de faire des inférences sans s'en rendre compte, alors que posséder une compréhension métalogique, c'est avoir une compréhension explicite de son raisonnement logique, c'est-à-dire parvenir à se faire une compréhension de la nature de la logique et des inférences qu'on effectue. Et cette capacité-là se développe. Pour parler de ce développement-là, je vais devoir revenir à Piaget. Je fais un petit retour dans le temps. Pourquoi Piaget? Parce que c'est non seulement le premier psychologue à avoir étudié le raisonnement du point de vue de la logique, mais aussi à l'avoir étudié auprès des enfants. Alors, c'est ce qui lui a permis d'élaborer sa théorie développementale du raisonnement. Donc, je n'irai pas dans sa théorie au complet parce qu'elle a été critiquée notamment sur la notion de stade de maturité. Par contre, je vais m'attarder sur ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la notion de conflit et d'équilibre chez Piaget. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau, il fait très chaud. Alors, selon Piaget, le raisonnement de l'enfant comporte des contradictions. Ça crée certains conflits entre son raisonnement et les phénomènes qu'il observe. Avant d'avoir atteint un certain stade de compréhension, l'enfant ne possédera pas les structures nécessaires pour parvenir à effectuer certaines opérations qui sont relatives à ce stade. Donc, ça va créer une forme de déséquilibre. Alors, devant ce type de conflit, plutôt que de modifier son interprétation, l'enfant qui n'a pas encore les structures de compréhension va modifier le phénomène qui se passe devant lui sans pouvoir l'expliquer. À partir d'un certain âge, l'enfant a la capacité de mettre en œuvre des processus cognitifs qui vont lui permettre d'avoir cette compréhension-là plus large. Je vais vous montrer l'exemple ici d'un petit garçon à qui on fait compter 2 rangées d'une même quantité de jetons. Puis, malgré qu'il les ait comptés par lui-même, il répond que la rangée la plus longue contient plus de jetons lorsqu'on lui demande. Alors, ça, c'est bien connu qu'il y a plusieurs enfants avant un certain âge qui font ce type d'erreur. Il les a comptés par lui-même, mais plutôt que de modifier sa compréhension du fait que la rangée est plus longue et pourtant qu'il y a autant de jetons, eh bien, il va modifier la quantité de jetons sans trop comprendre. Pour l'instant, ça ne lui semble pas bizarre parce qu'il n'a pas encore développé les structures opérationnelles pour comprendre le phénomène devant lui. Parce que selon Piaget, c'est plutôt entre 5 et 7 ans que l'enfant va commencer à ressentir qu'il y a un problème entre sa compréhension et l'opération ou le phénomène. Donc là, il ne détecte pas encore le conflit, mais éventuellement, cet enfant-là, à l'aide de l'éducation, la transmission sociale, puis l'exercice répété avec les jetons, il va comprendre en fait qu'il s'est trompé. En constatant son erreur, il va ressentir un conflit cognitif. Son erreur va lui servir d'alerte, donc pour qu'il arrête et qu'il réfléchisse, et puis il va être motivé à essayer de comprendre la source de son erreur, en effectuant par lui-même les retours sur l'opération, donc recompter les jetons, rejouer avec les jetons, les réélargir, rétrécir, etc. Il va faire ça à plusieurs reprises, puis c'est ce qu'on appelle la réversibilité opérationnelle. C'est un processus actif d'autorégulation qui va être fondamental dans son développement. Donc, une fois que l'enfant retrouve un équilibre cognitif, il a une bonne compréhension du phénomène. Sa compréhension est à propos de la nature de la tâche et peu importe la forme que la tâche va prendre. Et alors, cet enfant-là va accéder à un stade de compréhension opérationnelle plus complexe. Pour en revenir à Moshman, en fait, c'est que pour lui,
l'autorégulation qu'on a vu avec Piaget se traduit en retour sur l'inférence, comme étant un retour sur l'expérience de raisonnement. L'enfant refait une tâche plusieurs fois, qui retourne sur l'opération et tente de comprendre la nature. Eh bien, de cette même manière-là, une personne qui va faire un retour sur son inférence et qui parvient à comprendre la nature derrière l'inférence qu'il a fait de la métacognition, qui est un processus d'autorégulation. Le retour métacognitif sur nos propres inférences nous permettrait une meilleure compréhension de celles-ci. On règle le conflit, on retrouve un équilibre, on atteint un stade de raisonnement plus complexe. Évidemment, ça demande plusieurs répétitions pour que ce soit fait. Ainsi, la compréhension progressive de nos propres inférences nous permet de comprendre la nature de nos raisonnements et augmente notre capacité à faire des raisonnements plus complexes. La métacognition est donc une procédure d'autorégulation nécessaire au développement du raisonnement et à l'acquisition de compétences logiques. Ça, c'est la théorie de Moshman du constructivisme rationnel pluraliste. Donc, nos inférences sont au départ implicites, puis donc on n'en est pas nécessairement conscient, puis c'est en les explicitant qu'il nous devient possible de faire un retour métacognitif afin de comprendre leur nature. Donc, c'est pourquoi le processus réflexif est plus apte à se faire dans un contexte d'interaction sociale. Dans une discussion ou un dialogue, se justifier demande de reconnaître nos inférences et de comprendre les chemins inférentiels des autres. Ainsi, les interactions sociales peuvent encourager le processus de réflexion et de coordination des inférences. C'est aussi important que les interactions se fassent entre individus qui se considèrent à un même niveau de connaissance, d'autorité et de pouvoir. Autrement, on risque de faire accepter à l'apprenant les conclusions de l'expert ou de l'enseignant sans réel processus de coordination, de réflexion. On va juste écouter ce que la personne a à nous dire et la croire sur parole, sans réellement comprendre la nature de ce qui nous a été enseigné. Donc, l'apprentissage des savoirs est important, mais il est aussi nécessaire d'intégrer ces savoirs à l'aide d'un processus de raisonnement collaboratif qui va parvenir, afin de parvenir à une structure de compréhension logique qui va être accessible à tous les membres du groupe. Il y a des études qui ont démontré qu'en contexte d'interaction sociale, dans lequel les participants vont discuter entre eux pour essayer de trouver la solution, le taux de réussite passe de 9% à 75%. Donc, des personnes qui seules n'arrivaient pas à régler la tâche, on les met ensemble, puis en groupe parviennent à la résoudre beaucoup plus facilement. Ça demande aux participants d'expliciter leurs inférences, puis ça les aide à clarifier des concepts complexes, puis ça les aide de même manière à résoudre des problèmes plus complexes. Dans une communauté de recherche philosophique, la méthode créée par Lippmann et Sharp, les participants et participantes sont invités à douter de leurs propres croyances et à dépasser l'opinion en apportant des raisons. Pour fournir ces raisons, ils doivent expliciter leur raisonnement. Ainsi, ce qui à la base était un raisonnement spontané devient progressivement un processus plus lent et réfléchi. Les raisons fournies sont ensuite évaluées par l'ensemble du groupe, puis les participants procèdent à un travail de réflexion collaboratif. Ça les force ainsi à réfléchir à leurs propres inférences et aux inférences des autres membres pour essayer de parvenir à les comprendre. Pas nécessairement trouver un juste milieu, mais déjà comprendre l'autre et essayer de coordonner ces inférences avec ça. Alors, de cette manière-là, le processus d'autorégulation est enclenché, c'est-à-dire que les enfants vont éventuellement se nuancer, s'autocorriger. On a ici les notions de conflit et d'autorégulation chez Piaget, dont Moshman s'est inspiré pour sa théorie. C'est-à-dire qu'en confrontant leur point de vue, les enfants font face à leurs propres contradictions et puis en étant amenés à les justifier, en discutant entre eux, ils travaillent ensemble à résoudre ces contradictions et à pratiquer l'autorégulation. Donc, en portant une attention particulière aux aspects métacognitifs, la philosophie pour enfants constitue une méthode adéquate pour encourager le développement du raisonnement. Je m'intéresse particulièrement aux critères à observer en communauté de recherche philosophique. Il y en a plusieurs qui ont été répertoriés par Michel Sasseville et Mathieu Gagnon. Ce sont des critères qui ont été observés à l'intérieur d'une communauté de recherche. Et ces critères-là servent d'outils cognitifs afin d'aider les participants à développer leur pensée en travaillant la cohérence. Cet exercice mène les participants à se questionner sur leur manière de penser et d'argumenter,
puis ils prennent conscience de leur processus de raisonnement et des stratégies qu'ils peuvent utiliser pour les perfectionner. Donc, mes recherches doctorales consistent à faire ressortir les correspondances entre ces outils de la pensée qu'on peut observer en communauté de recherche et les stratégies métacognitives et métalogiques, donc qui sont déjà connues et peut-être même d'autres qui ne le sont pas encore. Comme je m'intéresse particulièrement au développement du raisonnement logique, je suggère que ces outils peuvent développer une conscience à propos de la nature de la logique qui est présente dans une argumentation. C'est-à-dire que la pratique explicite de ces outils leur permettrait de développer une compréhension métalogique, donc métacognitive à propos de la logique. Donc, en explicitant leurs inférences, les participants vont commencer par comprendre ce qu'est un argument, puis ils vont devenir progressivement conscients de ce que requiert un argument pour qu'il soit valide. Ils vont examiner les prémices cachées derrière leurs propres opinions et celles des autres. Donc, avec la pratique explicite de ces outils de la pensée, les enfants en viennent à réaliser que le dialogue comprend plusieurs règles d'argumentation qu'ils seront tentés de respecter et de faire respecter. Cette explicitation logique se fait d'abord par la personne qui anime la communauté de recherche en soulignant les outils de la pensée, puis ensuite, grâce à l'observation en communauté de recherche par une partie du groupe, les enfants peuvent alors faire une écoute active, attentive à propos de l'argumentation et repérer les stratégies qui sont mises en œuvre dans la discussion, puis les prendre en note à l'aide d'une grille d'observation. Donc, lors de cette observation-là, en mettant les stratégies utilisées dans la discussion par écrit, bien, déjà, prendre les notes consiste en une stratégie métacognitive. C'est une métastratégie. Les observateurs vont intégrer ces outils-là de manière beaucoup plus efficace en les écoutant, les écrivant, puis ensuite en les énonçant. Aussi, parfois, en prenant ces notes, ils vont être tentés, avec le temps et l'expérience, évidemment, ils vont être tentés de dire ce qui aurait pu être utilisé comme stratégie si elle n'a pas été fournie. Par exemple, on aurait pu évaluer la raison à ce moment-là, ou peut-être qu'un contre-exemple aurait été efficace. Donc, mettre tout ça par écrit, c'est une stratégie métacognitive en soi. Puis, après la discussion, les observateurs font part de leurs observations, et puis s'enclenche encore une fois un processus métacognitif, donc chez eux en l'énonçant, mais aussi chez les participants qui, en écoutant les observations par rapport à leur discussion, sont amenés à réfléchir sur la manière dont ils ont réfléchi. Lors de la prochaine discussion, donc les observateurs deviennent participants et vice-versa, puis lors de cet échange de rôles, les participants qui ont déjà eu le rôle d'observateur vont avoir tendance à argumenter différemment avec le temps et l'expérience. Ils vont être beaucoup plus conscients des stratégies qu'ils utilisent au moment où ils les utilisent, puis ils vont même aller jusqu'à les nommer. De la même manière, les participants qui deviennent observateurs et qui voient la grille d'observation et qui les observent activement, prennent beaucoup plus conscience de ce qui leur a été demandé lors de la discussion en CRP, puis lorsqu'ils retournent en discussion, donc c'est encore tout un processus qui se fait à répétition et qui fait en sorte qu'ils vont prendre beaucoup plus conscience et intégrer des apprentissages de la logique du discours. Alors, donc, en les encourageant à maintenir ces comportements qui sont déjà présents dans la philosophie pour enfants, la méthode de communauté de recherche peut devenir le contexte parfait pour accroître la réflexion et le raisonnement à des niveaux plus complexes. Je vais rapidement vous donner quelques exemples qui seraient finalement des stratégies métacognitives. Merci. Deux petites minutes. Donc, on a ici, par exemple, apporter des raisons. Alors, apporter des raisons, ça demande de rendre explicite la structure logique de l'argument. Il faut qu'on s'arrête pour réfléchir, on revient sur les étapes de notre raisonnement, puis on doit les clarifier aux autres participants. Donc, éventuellement, on peut arriver à comprendre que mes raisons, c'est une prémisse, puis une autre prémisse, puis une autre prémisse, pour finalement arriver à cette conclusion. Donc, j'avais un exemple, non, ça c'est après un exemple que je ne dirai pas. Il y a les contre-exemples aussi. La recherche de contre-exemples, c'est une stratégie qui
qui permet d'éviter l'erreur d'induction logique, ce qu'on appelle plus communément la généralisation. C'est une des erreurs logiques les plus courantes qui mène vers les préjugés, comme on sait, puis c'est un réflexe qui est tout à fait normal de la pensée, mais qui n'est pas nécessairement bon. Donc, apprendre à générer d'autres alternatives, c'est une stratégie métalogique connue qui permet d'éviter de faire des généralisations. Et puis, donc, ça pourrait mener les participants à une communauté de recherche à réfléchir à propos de leurs propres présupposés, puis évidemment arriver à voir et comprendre l'incohérence de leurs préjugés. Donc là, j'ai un exemple ici, je ne le donnerai pas, mais bon, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien, donc tous les chiens sont méchants. On a plein de contre-exemples comme quoi c'est pas tous les chiens qui sont méchants. Alors on peut conclure que c'est pas tous les chiens qui sont méchants ou dangereux, seulement certains, puis qu'en fait il y a d'autres animaux qui sont méchants et puis que les chiens n'ont rien à voir avec la méchanceté. Alors, on peut vous prendre, à partir de cet exemple-là, n'importe quelle population visée par des préjugés, puis on peut comprendre l'importance de cette stratégie d'un point de vue social. Alors, on a aussi la stratégie d'analogie, bon, que je vais passer parce que je n'ai pas le temps, mais qui est très importante pour le développement du raisonnement abstrait. Je vais simplement conclure pour vous dire que finalement, une conception constructiviste pluraliste de la rationalité permet de concevoir le développement du raisonnement logique comme étant un processus de construction qui repose sur la conscience métacognitive, puis les communautés de recherche philosophique permettent ce développement-là. J'aimerais finir sur une citation de Moshman. « La rationalité devrait être un but majeur en éducation parce qu'elle sert de moyen à des fins positives, elle est importante en soi et sa promotion est consistante avec une approche non doctrinale en éducation. » Merci.